Bonjour, Emmanuel Matedi, professeur d'université, Fatima Chaïd, spécialiste de la gouvernance locale, et Martin Péricard, chef de projet à l'Agence française de développement. Vous nous présentez votre livre, La face cachée des sociétés civiles au Maghreb, paru récemment aux éditions de l'Aube. Alors pour commencer, j'aimerais vous poser une première question. Pourquoi ce projet de recherche? Comment est né ce projet? En fait, ce projet de recherche, il est né d'une question, d'une interrogation sur la Méditerranée, et plus particulièrement sur le Maghreb. Si on regarde l'actualité, quand on parle de cette région du monde, des rives sud de la Méditerranée, on parle souvent du fait que la Méditerranée est un cimetière, on parle souvent du fait que des réfugiés arrivent en masse de l'Afrique subsaharienne. Bref, on parle souvent des difficultés. Et quand on parle des sociétés civiles, qui est le sujet qui nous réunit un peu, hein, qui nous intéresse, on a toujours l'impression qu'on va parler notamment des mouvements du Irak, hein, de ces manifestations qui ont eu lieu en 2011, puis plus récemment en Algérie en 2019. Et ce qui nous intéresse, nous, c'est de comprendre ce qui fait que dans ces pays, il y a des sociétés civiles dont on parle peut-être moins dans leur expression, qui sont sur des dynamiques de développement, qui font des choses formidables en écologie, qui font des choses formidables sur la santé, l'éducation, l'emploi. Et on avait envie de mettre un coup de projecteur sur cette face cachée des sociétés civiles au Maghreb. D'accord, très bien. Pour entreprendre ce travail de recherche, comment vous vous êtes organisé, comment vous y êtes pris? Il y a un parti pris, comme Martin vient de l'évoquer, hein, celui de repérer des initiatives qui nous semblent porteuses de progrès. Euh, on a donc eu une démarche plutôt qualitative qui consistait à recenser dans chacun des pays un certain nombre d'initiatives dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la formation professionnelle, dans le domaine des solidarités locales, mais aussi dans le domaine de l'environnement. Dans un contexte de transition climatique, ça me semblait important de nous focaliser aussi sur cette thématique-là. Et à partir de cette recherche qui a consisté à identifier à l'échelle des trois pays un peu plus de 70 initiatives, euh, on a eu besoin d'inscrire ces initiatives dans leur contexte. D'où une introspection historique qui nous a conduit à remonter dans l'histoire pour voir comment la société civile avait évolué dans le temps à l'échelle de ces trois pays, et derrière faire un petit état des lieux de la situation actuelle et de la manière dont les sociétés civiles s'organisent depuis 2011 au Maroc et en Tunisie, mais aussi depuis le Irak en Algérie en 2019. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce que vous avez retenu de ce travail? En tout cas, peut-être de manière très résumée, les premiers aboutissements de cette recherche. Je dirais que ce que cette recherche nous a révélé, c'est, et c'était pas évident d'en démêler les fils, c'est les liens, la relation qui existe entre l'évolution d'un pays dans ses structures institutionnelles, les politiques mises en place, que ce soit politique, économique ou sociale, ce lien avec l'évolution de la société civile. Et donc, du coup, toute l'influence qu'il peut y avoir entre ces liens et ces décisions et l'évolution de la société civile, et vice-versa, en fonction de cette évolution de la société civile, sa maturité ou son immaturité, comment elle influence aussi l'évolution d'un pays et comment tout cela contribue au changement que nous constatons depuis un certain temps, depuis 10 ans, dans ces différents pays. Alors, vous dites avoir observé environ 70 initiatives dans ces différents pays. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette observation? Qu'est-ce qui ressort de l'observation de ces différentes initiatives? D'abord, qu'elles répondent souvent à des besoins extrêmement importants, vitaux de la population, dans le champ de l'éducation, de l'aide à l'emploi, de toute forme de solidarité à l'échelle micro-locale, là où les politiques publiques sont absentes ou quasiment absentes. Donc il y a comme une forme de suppléance finalement aux déficiences de l'État. Ça, c'est la première chose. La seconde, c'est que certaines associations, par l'importance de leurs activités, de leurs projets, elles sont quelque part dans la préfiguration de politiques publiques euh, parce qu'elles agissent à l'échelle de plusieurs villes, parce qu'elles agissent à des échelles relativement importantes.
Et on voit comment, en tant que préfiguratrices de politique publique, elles peuvent aussi être source d'inspiration pour ces politiques publiques-là. Et puis enfin, il y a quelque chose qui est venu nous surprendre et qu'on n'imaginait pas, c'est l'émergence de nouvelles formes d'associations hybridées, à cheval entre le monde de l'entreprise et puis l'association plus classique qui mène des actions de bienfaisance et qui laisse entendre que pour celle-ci, à un moment ou à un autre, l'aide des pouvoirs publics ou l'aide des acteurs de la coopération internationale, ça ne sera pas forcément quelque chose qui leur est absolument indispensable, en termes financiers bien évidemment, et seulement à cette échelle. Si, c'est très bon. J'ajouterais, moi, que ce qui est intéressant aussi à travers l'observation de ces initiatives, c'est qu'on a eu deux grandes remarques. La première, c'est que quand on voit ces sociétés civiles, on a l'impression qu'elles sont uniformes, que c'est un tout. Alors c'est vrai que ces sociétés civiles se mobilisent pour la défense des droits humains, des droits sociaux, des droits économiques, des droits culturels. Mais quand on les observe vraiment, on s'aperçoit que ces sociétés civiles sont très fracturées, très fragmentées, et qu'il y a à l'intérieur beaucoup de définitions différentes, d'expressions différentes, d'approches différentes, y compris politiques. Donc ça, c'est une première remarque. La deuxième remarque, c'est de se dire que il y a des associations qui sont constituées, des initiatives formalisées, mais il y a aussi beaucoup de choses qui relèvent de l'informel, qui ne sont pas structurées, et pour autant il y a des gens qui se mobilisent, qui s'organisent, et qui développent des projets dans des situations inattendues, dans des collectifs d'habitants, dans des cages d'escalier, et ça relève de l'informel parce que ce sont aussi des sociétés dans lesquelles l'expression dans l'espace public n'est pas forcément facile, évident, autorisé. J'ajouterais tout simplement peut-être un élément, c'est en observant ces sociétés civiles, ce qui ressort et ce qui est l'image de ces sociétés civiles aujourd'hui, c'est en fonction du référentiel que l'association a adopté, ou un référentiel universel ou un référentiel conservateur. En fonction de ça, donc, nous avons constaté qu'il y a deux tendances. Celles qui restent dans leur lancée de défendre les droits, la citoyenneté, la démocratie, et celles qui reviennent un petit peu à un conservatisme qui est aujourd'hui en évolution dans ces pays. Et donc, il y a ces deux tendances qui avancent. Je ne dirais pas l'une contre l'autre, mais qui avancent, qui essayent chacune de prendre plus d'espace et d'acquérir plus d'espace dans l'expression publique et dans tout ce qui peut toucher les libertés publiques. D'ailleurs, on le voit dans la comparaison, et ça c'est une des choses qui apparaît dans notre ouvrage et qui est intéressante à comprendre et à creuser, c'est que ce n'est pas la même chose d'être une société civile au Maroc avec le fait qu'il y ait une royauté qui soit très présente. Ce n'est pas la même chose d'être une société civile en Algérie avec un pouvoir qui est tenu historiquement depuis l'indépendance par le même parti. Et ce n'est pas encore la même chose de comparer cela avec ce qui se passe en Tunisie, où depuis 2011 et la chute de Ben Ali, il y a un fourmillement d'initiatives, une expression très forte de la société civile. Donc on voit bien que s'il y a des choses, comme l'a dit Fatima, qui peuvent être comparées et qui sont semblables dans des grandes régularités, il y a aussi des choses qui sont finalement à identifier dans chaque pays et qui sont différentes dans chaque pays. Alors peut-être un peu pour conclure, à qui s'adresse ce livre principalement ? Alors il s'adresse principalement à des acteurs du monde du développement, des acteurs du milieu associatif dans chacun des pays, mais ici aussi en France, parce qu'il y a des points de comparaison, des passerelles à construire entre la manière d'observer les sociétés civiles aujourd'hui, au Maghreb d'abord, mais aussi ailleurs dans le monde. Et puis il s'adresse à un public universitaire, parce que cette recherche est universitaire, et puis bien sûr il s'adresse à tous ceux et toutes celles qui sont intéressés par l'émergence des sociétés civiles aujourd'hui et la manière dont elles peuvent faire bouger les lignes dans ce monde en transition. J'ajouterais que la société civile aujourd'hui, et depuis 2011, est un acteur incontournable dans les trois pays.
vu la position qu'elle a eue, vu tous les résultats qu'on voit aujourd'hui, et l'émergence d'un certain nombre de politiques qui sont mises en place en fonction de cette évolution. Et donc, du coup, c'est important de comprendre comment aujourd'hui ces sociétés civiles évoluent, et comment ils peuvent évoluer également dans l'avenir. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ils peuvent avoir un impact sur l'évolution des 3 pays. Et ce que tu dis, Fatima, c'est aussi intéressant de se rendre compte qu'on est au début de quelque chose. C'est-à-dire que cet ouvrage, si on essaye de comprendre pour partie la face cachée des sociétés civiles au Maghreb, on n'en est qu'au début. C'est un travail qui, comme tu le dis, demande du temps et s'inscrit dans la durée. Donc on est au début d'une belle aventure.